La séquence de communication, et finalement, on peut pas dire qu'elle est ratée, mais voilà, il reste le petit truc, quoi. Bah, elle n'est pas ratée parce que de toute façon, il a répondu à un exercice qui est désormais convenu, même si François Mitterrand n'y allait pas. Le point essentiel, c'est qu'est-ce qu'on retiendra de ce salon. Mmh. Emmanuel Macron, je pense, avait l'idée plutôt, au-delà de la rencontre habituelle avec les agriculteurs pour parler à la France éternelle, s'inscrire de ce déplacement dans le cadre de ce qu'il avait effectué déjà à Rungis, de parler à la France du travail. Mmh. Quand vous prenez la réforme des retraites, d'habitude, vous avez toujours 40 à 45% de la population qui soutiennent les mesures de report d'âge qui, dites, en gros, restreignent les droits des retraités ou des actuels travailleurs pour les droits à venir. Cette réforme des retraites est spécifique. Là, vous avez que 20-25% des gens qui soutiennent. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron a perdu une partie de la France. Et pourquoi est-ce qu'il a perdu une partie de la France? Tout d'abord, parce qu'avant les Gilets jaunes, vous aviez deux France qui s'opposaient. La France qui soutient le gouvernement et la France qui s'oppose au gouvernement. C'est pour ça que vous avez toujours 40 à 45% qui soutenaient le gouvernement. Là, cette fois-ci, vous avez trois France. La France qui soutient le gouvernement, qui est le socle électoral du premier tour d'Emmanuel Macron, qui représente 25%. Celle qui s'oppose à Emmanuel Macron, les électeurs de Mélenchon et de Le Pen, à 50%. Et le reste, la France du travail, ce que moi j'appelle la France du travail, qui est contre la réforme des retraites, mais qui n'est pas pour autant d'accord avec les solutions proposées par Mélenchon, Marine Le Pen et Martinez. Et c'est cette France-là auquel Emmanuel Macron essaie de s'adresser en parlant à la France qui se lève tôt, aux agriculteurs, etc. Des gens qui peuvent être davantage d'accord avec lui qu'avec Martinez, Mélenchon et Le Pen. Et pour parler à cette France-là, il est obligé de montrer, que sa proposition est meilleure que celles les alternatives qui sont proposées, parce que il a bien fait de le rappeler. D'une part, vous avez des gens qui disent en gros, voilà, nous, on a une réforme des retraites alternative, mais laquelle? Celle de baisser les pensions. Enfin, il n'y a pas de modèle alternatif pour sauver toujours le même argument. Voilà, il n'y a pas de modèle alternatif. Ensuite, après, au-delà de ce point-là, il doit s'adresser à des personnes qui viennent, comme les activistes écologistes que moi j'appelle des terroristes. Et je vais expliquer pourquoi. Parce que ce sont des gens qui utilisent la violence. C'est un petit peu exagéré. Non, mais je vais expliquer pourquoi. Ou un terrorisme intellectuel, éventuellement. Non, mais c'est des écolo-terroristes, comme le disait Darmanin. S'il veut, je lui accorde la paternité. Pourquoi est-ce qu'ils le font? Parce qu'en fait, ce sont des gens qui utilisent la violence pour faire passer des messages politiques. Et en définition de droit international et de droit français, il n'est pas violent, celui-ci. Ça rend... Non, mais celui-ci, non, mais dans le cadre dans lequel il s'inscrit dans son collectif, ce sont des gens qui bloquent des autoroutes, qui effectuent des actions violentes contre les arts, etc. Oui, donc qui effectuent des destructions. Et par rapport à cela, Emmanuel Macron, je pense, a plutôt bien réagi. Parce que de toute façon, il ne peut pas débattre avec lui parce que la personne ne veut pas débattre. Et en même temps, il ne peut pas montrer qu'il s'en sépare, au risque de finir comme Nicolas Sarkozy en disant « casse-toi pauvre con ». Mais ça lui avait reproché, Emmanuel Macron, son attitude en retrait durant le débat parlementaire sur les retraites, laissant les ministres prendre les coups, assénés par les oppositions. Cette fois, il s'engage, William T? Oui, il s'engage. Après, je serais partagé. Il y a des bons points et des mauvais points. Le bon point, c'est que de toute façon, c'est le seul, avec peut-être Bruno Le Maire et Darmanin, à pouvoir s'exprimer et en pouvant parler aux Français. Parce qu'Elisabeth Borne, désormais, a un code de popularité inférieur à celle d'Emmanuel Macron, donc elle l'entraîne davantage dans sa chute qu'elle le protège. Donc la Première ministre, hormis sur les négociations syndicales, par exemple sur le partage salarial, ne sert quasiment à rien en termes d'opinion publique. Ah oui, vous la mettez déjà sur le côté. Bon, de toute façon, elle va partir. Elle va partir, tout le monde le sait. Enfin, sa carrière est terminée. Enfin, tout le monde le sait. Elle n'a pas d'utilité. Sa cote de popularité est de moins de 30%. Oui, au bout d'un an. C'est pas pour ça qu'elle c'est-à-dire qu'elle suit à peu près démissionnée par le président. Elle suit à peu près le même chemin qu'Édith Cresson, Jean-Pierre Raffarin, etc. Si Emmanuel Macron ne prend pas d'initiative, c'est son propre quinquennat qui tombe en jeu. Donc je pense ce sera un autre débat. Mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas le choix. Ensuite, après, s'il envoie son ministre du SOP est affaibli par les différentes affaires. Donc il ne peut pas envoyer du SOP. Bruno Le Maire et Darmanin ont des objectifs présidentiels et ne voudront pas porter un projet qui est dit impopulaire. Prendre des coups. Donc du coup, il n'a pas le choix en fait de pouvoir s'exposer. Donc c'est pour ça que je pense que c'est un point positif qui s'engage, dans la mesure où c'est le seul à pouvoir une aura au-dessus de celle des ministres capables de s'exprimer. Le point négatif, c'est par rapport à ce que je disais précédemment, c'est que par rapport aux trois France que j'évoquais, en fait, lui, son intérêt, c'était plutôt de laisser parler Martinez et Mélenchon, qui pouvaient être plus impopulaires que lui, et donc montrer à parler à cette troisième France du travail qu'en fait, les solutions proposées par ces deux personnes-là étaient plus impopulaires que les siennes. Et s'il s'engage, il y a un risque que la réforme des retraites ne porte pas sur le débat. Est-ce que les régimes spéciaux sont justes? Qui va porter davantage le coût de la réforme? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les travailleurs? Est-ce que 64 ans, c'est acceptable? 64 ans, c'est acceptable. Et donc, du coup, ça peut devenir un référendum anti-Macron. Et si ça devient un référendum anti-Macron, vraisemblablement, le 49.3 ne pourra pas être utilisé dans la mesure où ce serait une bataille contre sa propre personne. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a quand même des limites. Et le problème, c'est qu'il n'a pas de ministre d'envergure capable de pouvoir porter cette réforme. Elisabeth Borne ferait une déclaration de politique générale, ça n'aurait aucun sens à l'heure actuelle. Benjamin Morel, comment dirais-je, l'utilité de la réforme des retraites qui, on l'entend, finalement finira par passer, ça risque pas quand même de remonter les opposants à la réforme Moi, c'est le risque que j'évoquais, c'est-à-dire que
Il y avait une partie des opposants, notamment les opposants LR, qui pouvaient se dire on peut soutenir la réforme de Macron parce qu'en 2027, Macron n'est pas candidat. Mmh. Et donc, du coup, on n'aura pas à supporter le coût de l'opposition à Macron ou le fait d'avoir soutenu parce que une fois que Macron n'est plus là, on l'a déjà vu avec le dernier quinquennat de Jacques Chirac ou le dernier septennat de François Mitterrand, il y a à peu près une autre page qui se tourne et donc, du coup, il y a une page de l'histoire qui se tourne de France. Le problème, c'est que s'ils s'exposent, les députés LR vont rentrer dans leur circonscription lorsque le texte reviendra à l'Assemblée nationale et eux pourront se dire eh ben, on ne soutient pas la réforme des retraites, on soutient la réforme portée par Emmanuel Macron. Et ceux-là, si par cas il y a une dissolution, auront peur de l'attitude des électeurs dans la mesure où ils ont été élus contre Emmanuel Macron. Et donc ceux-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas retirer quelques voix alors que ça se joue à quelques voix, ça se joue à moins de 10 voix, notamment avec l'attitude de Pradier ces derniers jours qui s'est fait virer par Ciotti? Est-ce qu'ils peuvent embarquer plus de députés LR pour voter contre la réforme? Je pense qu'il y a un risque. L'autre point que je vois positif, c'est qu'en fait, ça permet quand même de parler à l'opinion publique. Parce qu'actuellement, il n'y a que le président de la République qui est audible auprès de l'opinion publique, notamment en partie de la France du travail. Quand vous prenez les agriculteurs, le marché de Rungis, la France qui se lève tôt, en fait, il est sur un logiciel très sarkozyste et donc réactive le clivage de 2010 de la France du travail contre la France du blocage. Est-ce que la France du travail acceptera de se faire bloquer par la France du blocage? Ce sera un point. Est-ce que ensuite cette France-là acceptera de supporter le coût de la réforme alors qu'on protège les régimes spéciaux, que la moyenne des salaires des retraités de la SNCF, de la RATP est beaucoup plus élevée que leur pension de retraite à eux? Ce sera une autre question. Est-ce qu'ils vont pas davantage poser la question sur la justice? Non pas est-ce que cette réforme est juste, mais est-ce que les France qui bloquent celle des syndicalistes ne profitent pas davantage du régime actuel que nous? Remonter les opposants à la réforme c'est le risque que j'évoquais, c'est-à-dire que il y avait une partie des opposants, notamment les opposants LR, qui pouvaient se dire on peut soutenir la réforme de Macron parce qu'en 2027, Macron n'est pas candidat. Et donc, du coup, on n'aura pas à supporter le coût de l'opposition à Macron ou le fait d'avoir soutenu parce que une fois que Macron n'est plus là, on l'a déjà vu avec le dernier quinquennat de Jacques Chirac ou le dernier septennat de François Mitterrand, il y a à peu près une autre page qui se tourne et donc, du coup, il y a une page de l'histoire qui se tourne de France. Le problème, c'est que s'ils s'exposent, les députés LR vont rentrer dans leur circonscription lorsque le texte reviendra à l'Assemblée nationale et eux pourront se dire eh ben, on ne soutient pas la réforme des retraites, on soutient la réforme portée par Emmanuel Macron. Et ceux-là, si par cas il y a une dissolution, auront peur de l'attitude des électeurs dans la mesure où ils ont été élus contre Emmanuel Macron. Et donc ceux-là, est-ce qu'ils ne peuvent pas retirer quelques voix alors que ça se joue à quelques voix, ça se joue à moins de 10 voix, notamment avec l'attitude de Pradier ces derniers jours qui s'est fait virer par Ciotti? Est-ce qu'ils peuvent embarquer plus de députés LR pour voter contre la réforme? Je pense qu'il y a un risque. L'autre point que je vois positif, c'est qu'en fait, ça permet quand même de parler à l'opinion publique. Parce qu'actuellement, il n'y a que le président de la République qui est audible auprès de l'opinion publique, notamment en partie de la France du travail. Quand vous prenez les agriculteurs, le marché de Rungis, la France qui se lève tôt, en fait, il est sur un logiciel très sarkozyste et donc réactive le clivage de 2010 de la France du travail contre la France du blocage. Est-ce que la France du travail acceptera de se faire bloquer par la France du blocage? Ce sera un point. Est-ce que ensuite cette France-là acceptera de supporter le coût de la réforme alors qu'on protège les régimes spéciaux, que la moyenne des salaires des retraités de la SNCF, de la RATP est beaucoup plus élevée que leur pension de retraite à eux? Ce sera une autre question. Est-ce qu'ils vont pas davantage poser la question sur la justice? Non pas est-ce que cette réforme est juste, mais est-ce que les France qui bloquent celle des syndicalistes ne profitent pas davantage du régime actuel que nous? Parce que c'est les sujets essentiels. Le sujet essentiel, c'est que, le premier point, c'est que la France est un pays pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, lorsque vous preniez le PIB par habitant de la France dans les années 80, on avait exactement le même PIB par habitant que l'Allemagne et les États-Unis. Aujourd'hui, les Américains gagnent 2 fois plus que nous par tête d'habitant, actuellement, en tête d'habitant. Donc forcément, le pouvoir d'achat est inférieur à celui d'un Américain moyen. Le deuxième point, c'est qu'est-ce que l'on veut faire de la question agricole? Est-ce qu'en fait, notre objectif, c'est uniquement d'avoir un objectif de rendement de masse et des produits haut de gamme, bio, etc., qui s'adressent à une partie de la population, ou est-ce qu'on a un objectif stratégique avec de souveraineté agricole? De souveraineté agricole. De souveraineté alimentaire. Souveraineté alimentaire. Moi, je pense que les États-Unis et les Chinois ont montré un exemple d'être autarcique et autonome quasiment sur tous les sujets dits stratégiques. Moi, je pense que la France et l'Union européenne doivent avoir cet objectif-là de souveraineté alimentaire parce qu'on rentre dans un moment où, en fait, l'alimentaire va devenir une question de guerre. C'est-à-dire que des pays vont se battre dessus, ça va créer des famines, etc. Et en plus, avec le réchauffement climatique et le changement de terre, etc., on aura un problème, c'est-à-dire que l'Afrique n'aura pas le moyen de s'alimenter. Si on considère, avec tous les sujets qu'on a, qu'en fait, on doit aboutir à une politique agricole, moi, je pense qu'il y a 3 piliers. 1, c'est la question de la stratégie. 2, c'est la question du haut rendement de masse pour préserver l'art de vie à la française. Et ensuite, après, nourrir toute la population sur des zones spécifiques, Europe et Afrique. Et pour ça, donc du coup, il faut faire 2 segments agricoles. 1, sur un objectif de très haut de gamme, sur l'objectif de l'art de vie à la française, le vin, etc. Et ensuite, après, permettre aux agriculteurs de permettre une production de masse qui n'est pas permis actuellement avec la PAC. On a plutôt lutté contre la surproduction plutôt que d'encourager la production de masse. Vous iriez jusqu'à dire ça? Non, moi je pense pas, parce qu'en fait, la Chine a montré qu'elle soutenait la Russie, mais qu'elle ne voulait pas se mettre à dos l'Union européenne à mesure où c'est un de leurs principaux débouchés commerciaux.
Et donc, du coup, ils doivent concilier les deux intérêts. Eux, leur intérêt, c'est que la guerre s'arrête le plus tôt possible pour pouvoir reprendre et exporter. Et c'est en lien avec la politique zéro Covid de Xi Jinping. S'il a arrêté sa politique zéro Covid, c'est pour redémarrer l'économie chinoise. Et donc, du coup, pour redémarrer l'économie chinoise, il faut que des personnes achètent les produits chinois. Qui est le principal débouché? C'est actuellement les Européens. S'ils veulent redémarrer l'économie mondiale, il faut que la guerre s'arrête. Ça, c'est le premier élément. Donc, Emmanuel Macron a une arme, dans la mesure, si par cas l'Union européenne est avec lui, il a un argument à faire valoir à Xi Jinping. Le deuxième, c'est que comme l'a rappelé Benjamin, c'est qu'actuellement, même si l'Ukraine et la Russie sont les deux acteurs principaux de la guerre, deux pays peuvent arrêter la guerre. Si les États-Unis disent à Zelensky, on arrête la livraison d'armes, à moins que tu signes un accord de paix, ils n'ont pas les moyens de continuer l'effort de guerre. Et de la même façon, la Russie n'est pas en capacité de maintenir un effort de guerre à long terme sans l'intervention des Chinois et des Iraniens qui permettent notamment d'acheter des hydrocarbures et des gaz. Si par cas ils n'ont plus la manne commerciale des hydrocarbures pour pouvoir continuer l'effort de guerre, ils ne pourront plus le faire. Et dans ce cas-là, la Chine a un argument pour faire arrêter les hostilités. Est-ce que ce sera un accord de paix? Non, ça peut aboutir à un cessez-le-feu comme l'un des premiers accords de Minsk. Au moins que les armes se taisent en Ukraine.